merci beaucoup aux Archives de Paris et au Comité d'Histoire de la Ville de Paris qui rendent cette conférence possible. Et merci à vous tous d'être aussi nombreux pour venir écouter sorciers et sorcières, non pas seulement à Paris, parce que ce serait trop réducteur, mais dans le Royaume de France, à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire finalement à partir du moment où on possède des archives judiciaires. Et maintenant que vous avez suivi ce cycle, pour beaucoup d'entre vous, vous savez que c'est à partir du XIIIe siècle, essentiellement, que nous pouvons commencer à vous parler sérieusement, je crois, de ce que la justice a fait des justiciables, et en l'occurrence ici, des sorciers et sorcières. Alors, je soupçonne que vous êtes un peu nombreux parce que vous avez des idées sur la sorcellerie, et que finalement, pour vous, la sorcellerie médiévale, c'est d'abord la sorcière. On vous a inculqué cela depuis l'enfance, comme le montrent les dessins que j'ai collectés évidemment à votre intention. La sorcière, une vieille dame, hein, avec tous les attributs, en particulier ici, vous le voyez, le hibou, mais aussi les araignées. La voilà encore avec un balai. Hein, et tout cela, ce sont des livres d'enfants qui, dès le jeune âge, font que nous fantasmons tous sur la sorcellerie d'une part et sur le fait que c'est le sexe féminin qui en est le grand dispensateur. Relayé en cela par quelque temps auparavant par Goya, qui nous donne ici un tableau du sabbat, et gardez-le en mémoire pour comparer ensuite avec le sabbat médiéval dont je parlerai bien évidemment. Et vous voyez que Goya a indiqué surtout des femmes, hein, d'ailleurs à gorge déployée, de façon à montrer la perversité sexuelle aussi qui accompagne ces représentations. Et voilà encore, chevauchant sur un balai, deux femmes, l'une qui initie l'autre, dans une position qui ne donne aucun doute sur l'entreprise qui va être faite, qui est effectivement l'union au sabbat de ces femmes avec le diable. En route donc pour le sabbat. Et nous voici dans la première représentation de sorcière médiévale, 1440, le champion des dames de Martin Lefranc, qui nous montre que des femmes peuvent être très bonnes, mais aussi très mauvaises. Et ce sont ces premières représentations que nous possédons de la femme sorcière. Donc vous me direz, voilà, finalement, ces représentations picturales, Madame Govard, que vous nous présentez, vous confortent dans l'idée qu'il s'agit essentiellement de femmes. Et si vous continuez dans la littérature que nous possédons pour le Moyen-Âge, le marteau des sorcières, Malus Maleficiorum, de Henri Institutoris et de Jacques Sprenger, deux dominicains, de la fin du XVe siècle, 1485, très exactement, nous montrent effectivement essentiellement des femmes sorcières. De nos jours encore, certaines études savantes mettent en avant la chasse aux sorcières. C'est le cas de Brian Levac, dont le livre date en anglais de 1985 et qui est traduit en 1991 par les soins de Jacques Chiffolo sous le titre « La grande chasse aux sorcières en Europe au début des temps modernes, The Witch Hunt in Early Modern Europe ». L'ennui, c'est que witch, en anglais, ça signifie aussi bien sorcier que sorcière. Je dirais que c'est asexué. Or, le traducteur, emporté en 1990, les dates sont importantes, par le désir de montrer justement l'importance de ces bûchers qu'il ne faut absolument pas nier, 60 000 à peu près au cours des 16e, 17e siècles, 60 000 exécutions par le bûcher, par le feu, sont effectivement emportés par ce désir de montrer qu'il s'agit d'abord de la femme. Soyons un tout petit peu modestes tout de même. D'abord, pour commencer, l'accusation de sorcellerie, le chef d'accusation de sorcellerie, est un phénomène marginal dans les archives judiciaires. Quand les étudiants venaient me trouver pour me dire « je voudrais travailler sur la sorcellerie », je leur disais « oui, bien sûr, c'est très intéressant, mais vous allez partir à la pêche. » Parce qu'il n'y a pas pratiquement de source, si vous voulez,
qui soit continue pour nous donner de la sorcellerie, sauf les lettres de rémission dont je vais parler. C'est un chef d'accusation marginal dans le crime, 0,5% des cas ont la magie comme antécédent. C'est peu. Et elle peut se mêler, par ailleurs, à d'autres circonstances comme la colère, les effets du diable, mais son impact reste faible. Et comme chef d'accusation principale, elle ne dépasse pas 1% dans mes comptages pour le règne de Charles VI. Vers 1400, donc, quand on se place à la fin du XVe siècle, on arrive à 2%. Vous allez me dire que c'est une progression faible. Non, elle est quand même forte. On double. On double le chef d'accusation, progression qui n'est pas négligeable, et qui ne veut pas dire que c'est une progression de la sorcellerie, mais une progression de la poursuite de la sorcellerie, davantage, évidemment, criminalisée à la fin du XVe siècle qu'au début du XVe siècle. Ça, c'est absolument exact. Donc la justice s'est saisie davantage du cas de la sorcellerie et l'opinion définit sans doute mieux la norme dans le domaine du surnaturel. Donc, essayons d'y voir plus clair et je vous propose de suivre tout cela avec le plan suivant. Qui sont les sorciers et les sorcières? Quelles sont les pratiques de la sorcellerie? Et comment s'est opérée la répression de la sorcellerie? C'est un plan simple, mais comme c'est un sujet complexe, finalement, et plus complexe qu'il n'y paraît, il vaut mieux que nous gardions des idées simples. Qui sont les sorciers et les sorcières? Alors, je vais beaucoup vous décevoir. Je vais beaucoup vous décevoir parce qu'au Moyen-Âge, il y a autant de sorciers que de sorcières. La sorcellerie est masculine autant que féminine, sauf dans les pays toulousains, où le nombre de femmes est plus grand. Probablement à cause du Parlement de Toulouse, féru de droit romain, qui met la femme, si vous voulez, comme dans le droit romain, en objet, non, en personne inférieure par rapport au masculin. Deuxième exception, les pays de l'arc alpin. Alors là, nous sommes en dehors du Royaume de France, nous sommes dans le Dauphiné, en Suisse, dans le diocèse de Grenoble. 76% de femmes sont inculpées. C'est pas mal, quand même. 76% de femmes parmi ceux qui sont inculpés de sorcellerie. Hein? Bon. Alors pourquoi? Il y a probablement l'effet du passé, la lutte contre les Vaudois, la peur de l'hérésie, et aussi la présence d'un juge ecclésiastique, très bien étudié par Pierrette Paravi, le juge Claude Tolosan, féru de traités de démonologie, qui exerce de 1424 à 1446 et se méfie de la sorcellerie populaire et des femmes. Ailleurs, partout où ça a été étudié de façon quantitative, il y a autant d'hommes que de femmes. Dans le Poitou, par exemple, étudié par Robert Favreau, en Lorraine, et là on est à la limite donc du royaume, l'historien anglais Briggs, qui travaille lui sur le XVIe siècle, sur 400 cas, montre qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Même chose au XVIe siècle encore, au Parlement de Paris, travaillé par Alfred Soman. Et voilà un premier exemple, un premier texte que j'ai trouvé personnellement, donc ANX2A 28, ce sont les archives du Parlement criminel à Paris. Nous avons affaire à un homme, Père Driel, qui est le clerc des arbalétriers et qui doit aller porter l'argent pour payer les archers à Pothon de Xaintrailles, compagnon de Jeanne d'Arc, si vous vous en souvenez, qui est capitaine de Bordeaux à cette époque. Nous sommes en 1456, donc Bordeaux est française, désormais. On ne sait pas qui a volé l'argent qui était dans la cassette de Père Driel. Il s'était arrêté dans une auberge à Pons, tenue par un dénommé Simon.
Guimard Simon et plus d'argent. Que se passe-t-il? Que fait Perdriel? Immédiatement, il s'en alla à un homme nommé Maître Moreau, qui est divin, c'est-à-dire sorcier. Lui dire qu'on lui avait pris son argent en le requérant d'en faire son sort. Mais l'autre lui dit qu'il avait perdu son livre. Que fait-il? Il poursuit. Il s'en alla à un autre divin nommé François Raguet, qui fit son sort et prit 2 psautiers. Intéressant, hein, la méthode. Je ne pourrais pas y revenir tout à l'heure, parce que ce serait trop long, mais vous voyez qu'on utilise, n'est-ce pas, les livres sacrés pour la sorcellerie. Dont l'un était ouvert sur le psaume Deus Deorum, vous pouvez aller vérifier, c'est le psaume 52. Au milieu mit une dague, et dessus, un brevet qu'il fit tourner tant qu'il sut sur le nom de Guimard Simon. Je vous assure qu'il n'y a pas le nom de Guimard Simon dans le psaume 52. S'il dit que c'est toi celui qui avait pris l'argent, donc il dit que c'était l'autre. Et puis il dit qu'il s'en alla à Ponton, donc il va voir du coup Ponton de Zintraille, se plaint à lui comment on lui avait ôté son argent, et qu'il savait par le sorcier qui l'avait enlevé. La raison pour laquelle, donc, Ponton écrivit une lettre close à la justice de Pons afin qu'on lui envoyât Simon. Je vous passe. Ça continue. Le juge demande à Perdriel s'il avait aucune information. Alors le juge, lui, c'est la justice cette fois, se méfie quand même. Il lui a même demandé s'il veut être parti, vous voyez, c'est-à-dire donc porter plainte, et s'il s'est aperçu si sa bougette, c'est-à-dire la petite cassette, la petite boîte, était cassée. Hein, la preuve matérielle, tout simplement. Et l'autre lui répond que non. Ce fait, le juge envoya quérir Simon et lui exposa lesdites lettres qui dit incontinent qu'il s'en sentait pur et innocent et était prêt d'ester à droit, donc de jurer qu'il était innocent. Lui étant par-delà, Ponton fit faire à la requête de Perdriel un autre sort encore, par Pierre Dubreuil, qui fit manger d'une foisse à Simon en disant qu'un mangeoir et ne le pourrait avaler serait celui qui aurait fait l'édicat. Mais Simon l'avala. C'est extraordinaire, vous savez. On est en plein milieu du XVe siècle. C'est une ordalie à la foisse, imposée par un sorcier. Nous n'avons là que des hommes. Vous le voyez bien. 3. 3 qui se suivent et qui sont, évidemment, poursuivis ensuite par le tribunal, mais nous y reviendrons. Donc, on a des hommes autant que des femmes. On peut même avoir des couples de sorciers. On en voici un, et on est obligé de le lire un peu parce que ça va tout de suite vous montrer comment ça se passe. Contenant que pour ceux, le feu Laurent Berge, donc ça c'est le sorcier, en son vivant était renommé d'être sorcier public. Donc tout le monde sait qu'il est sorcier. Et tenait plusieurs personnes en langueur par sorcellerie, et principalement, il tenait en langueur le dit Jehan Luthier et aussi sa femme, par poudre qu'il avait jetée sur eux et breuvage qu'il leur avait baillé à boire, tellement que le dit Luthier en avait à cuider, perdre sa bouche et le visage, et était chargé le cœur et l'estomac. En telle façon qu'il ne savait ce qu'il faisait ou disait, et tellement, très important, que si Luthier et sa dite femme, à l'occasion des dites sorcelleries, à cause donc des dites sorcelleries, beuvrage et poudre, ne se voulurent voir, entendre, habiter, connaître charnellement. Pour lesquelles causes, le dit Luthier et ses pères et mères, et autres leurs parents et amis suppliants, requirent par plusieurs fois le dit feu Berge et sa dite femme, qui était réputée et est réputée, tenue et clamée aussi forte sorcière que le dit feu Berge, son mari, de les guérir de la dite sorcellerie, poudre et breuvage qu'il leur avait baillé. Autrement dit, voilà un couple de sorciers qui a ensorcelé le dénommé Jehan Luthier, au point que il est devenu impuissant, si bien, c'est ce qu'on appelle une nourrie d'aiguillettes, et il est devenu impuissant, et du coup, toute la famille s'en mêle. Pourquoi ? Parce que
effectivement, l'impuissance est un cas de séparation accepté par les tribunaux ecclésiastiques que sont les officiels. Donc il faut que tout le monde s'en mêle. Mais vous voyez qu'après, enfin nous le verrons après, c'est lui le sorcier qui est quand même poursuivi. Elle n'est pas, la femme n'est pas poursuivie. Donc il faut se méfier des stéréotypes qui se sont installés dès le Moyen-Âge d'ailleurs, celui de la sorcière, vieille, veuve, laide, même si dans les injures on voit apparaître ce portrait à la fin du XVe siècle. On peut vous appeler vieille, lisse, sorcière, et vous devez riposter, sinon vous êtes considéré comme tel. D'ailleurs, ces sorciers et ces sorcières appartiennent à toutes les couches de la société, hein, et là, vous en avez des preuves dans, cette fois-ci, la mythologie. Voilà Médée, jetant un sort à Jason, qui la trompe. Regardez comment elle le fait, vous voyez, avec ses doigts. Hein. Là, on est vraiment dans la représentation des couches des élites. Hein. Mais c'est aussi la paysanne que voici, et qu'on reconnaît comme sorcière, évidemment, non seulement à toutes les petites potions qu'elle a sur sa table, mais aussi, bien sûr, au corbeau noir, l'oiseau noir, hein, qui tourne autour d'elle et qui montre qu'elle est effectivement en lien avec l'enfer. J'ai aussi étudié, alors toujours dans les élites, un homme, une élite de Toulouse, Philippe Calvet, qui au milieu du XVe siècle, et je ne vous ai pas mis tous les textes parce que ça serait trop lourd, mais qui au milieu du XVe siècle est considéré comme sorcier par deux femmes qui lui avaient demandé une formule amoureuse, hein, et elles disent qu'il est sorcier parce qu'elles savent bien que le jeudi, il s'en va sur son balai. Nous y reviendrons. Alors voilà encore un homme qui est bien sûr de la haute aristocratie, puisqu'il s'agit de Lancelot. Alors Lancelot n'est pas sorcier, mais il traîne, il a des pouvoirs magiques, hein, et il fait sortir le chevalier de Drian du coffre enchanté, hein, évidemment dans le Lancelot du lac. Voilà. Donc on a effectivement hommes et femmes. Comment est-ce qu'on acquiert l'art de la sorcellerie ? Comment est-ce qu'on l'acquiert ? Eh bien d'abord, par des parents, par le sang ou par la spiritualité, c'est-à-dire la marraine, hein, par des proches. Hein, en Seine-et-Marne, à Guérard, en 1390, Jeanne de Brigue est renommée d'être sorcière au pays, pour être devine, hein, et elle avoue avoir été initiée par sa marraine. Et sur place, à Doux, par une dénommée Marion qui lui a appris à dire, je cite, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », mais aussi à ne pas se laver les mains le dimanche, à ne point dire sa patenôtre, je cite le texte, à ne pas faire le signe de croix, à ne dire aucun bénédicité, mais à épandre du chènevis et à pleine poignée, toutes conditions pour que Issel Marion fasse pour elle ce qu'elle voudrait. Donc, vous voyez, on transmet les gestes, on transmet en quelque sorte les rituels de sorcellerie par l'oralité, par le bouche à oreille. Mais le savoir peut d'ailleurs passer aussi du masculin au féminin. Casine Lamatine, qui est une des héroïnes du Parlement de Paris, a été initiée par son père. Et les hommes d'armes sont particulièrement des initiateurs. C'est une chose qui m'a beaucoup frappée, qui me frappe beaucoup, c'est que les hommes d'armes pratiquent la sorcellerie sous forme de brevets pour conjurer en particulier la mort soudaine sur le champ de bataille. C'est le cas de Calvet, de Philippe Calvet, toulousain, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous réfléchissez, l'entourage de Jeanne d'Arc est entouré et constitué d'hommes d'armes qui flirtent sérieusement avec la sorcellerie. Pothon de Sainte-Traille, dont je viens de vous parler, mais aussi Gilles de Rais. Hein, ce qui explique d'ailleurs en partie les questions posées à Jeanne par les juges.
en 1431, bien évidemment, sur la sorcellerie. Donc, ces hommes d'armes peuvent transmettre leur savoir, et en particulier aux prostituées qui suivent les armées. Mais certains la prennent dans les livres, la sorcellerie. C'est le cas de Jean de Bar, dont le procès a lieu en 1398, qui est probablement maîtresse art, et qui connaît une magie très élaborée, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Qui sont alors maintenant les usagers des sorciers et des sorcières? Eh bien, toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société, car tout le monde croit à la sorcellerie et l'utilise. Les juges du Parlement, quand ils ont affaire à un procès de sorcellerie, ne remettent pas en cause l'action de la sorcière ou du sorcier. Par exemple, ils ne remettent pas en cause le fait que pour être tombé amoureux de Colline la Louve, Colline la Louve, donc une sorcière, qui lui aurait jeté un sort, Jean de Filière, de gras qu'il était, est devenu maigre, puis sec, jusqu'à en mourir. À aucun moment, il ne remet en cause l'action de la sorcière. C'est bien ça le problème. Le savoir des sorciers est accepté et il est craint. Il est craint des juges, mais il est craint aussi de la population. À la fin du XVe siècle, un dénommé Jean Pansereau sévit dans le Poitou. Il fait beaucoup de kilomètres, il est très connu, mais dans l'information qui est faite par les hospitaliers à son sujet, ceux qui témoignent disent qu'à l'église, ils ne se mettaient pas à côté de lui. Ils avaient peur de lui. Alors je sais bien, c'est éventuellement pour se défendre, mais ils sont convoqués comme témoins, donc ils pourraient avoir une autre attitude. Donc il est craint et il est accepté par tous. À commencer par le roi. À commencer par le roi, vous savez que Charles VI est devenu fou en 1392, et un nombre important de sorciers est envoyé pour tenter de le guérir. Certains sont renvoyés, sans autre forme de procès, d'autres sont exécutés, parce qu'ils n'ont pas réussi à le désenvoûter. Et parmi tous ces gens, il y a une seule femme, Marie de Clancy, dont on ne sait pas d'ailleurs quelle a été qui est-ce. Les prélats ont des sorciers à leur côté. L'évêque de Chalon-sur-Saône, au début du XVe siècle, a un barbier qui est renommé d'être sorcier et ne voulait son maître autre voir, dit le texte. Au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, l'évêque de Troyes, Guichard, est accusé de sorcellerie à la cour, accusé en particulier d'avoir fait mourir la reine, Jeanne de Navarre, ce qui est évidemment, forcément, très fort grave, et il ne doit sa vie sauve qu'au soutien que lui accorde le pape, qui du coup le fait venir auprès de lui. J'ai parlé tout à l'heure des nobles, avec Lancelot, de Gilles de Rais, et on a donc un nombre assez important, et même très important, de traces de pratiques de sorcellerie dans les cours royales ou princières. La sorcellerie aide à la compétition entre les individus, permet des ascensions, en tout cas on le croit, et elle est aussi très liée au poison, et par conséquent aux empoisonnements dans les cours princières, qui sont très nombreux, en tout cas comme soit réels, soit supposés. Les élites urbaines, j'ai parlé de Calvet tout à l'heure, mais à Arras, lors de la vauderie du milieu du XVe siècle, une vingtaine de personnes sont impliquées, dont 4 femmes seulement, et beaucoup appartiennent aux élites de la ville. Alors évidemment, vous avez bien évidemment le peuple,
Hein. Pansereau, dont j'ai parlé, sévit dans un milieu rural. C'est un marchand lui-même de bestiaux, célibataire. Et ce sont finalement les cas les plus nombreux, mais pas forcément les mieux, les mieux approfondis, parce qu'on ne sait pas toujours quel était le métier de tous ces gens qui sont arrêtés. Les sorciers et les sorcières, donc, sont-ils pour autant des gens ordinaires? Entre le saint et le sorcier, la limite est floue. Donc je dirais qu'ils appartiennent plutôt à l'exception. Ne serait-ce que par leur renommée, beaucoup plus développée que celle des populations ordinaires. On vient de loin pour les consulter. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jeanne de Brigue à Guérard, 50 km de Paris. Pansereau, Pansereau, plus de 100 à 150 km. Or, pour un homme ordinaire, la renommée n'excède guère 30 km, et parfois même seulement 15 km. Donc il y a, si vous voulez, une aura, si vous voulez, un rayonnement du sorcier ou de la sorcière beaucoup plus fort que pour les hommes et les femmes ordinaires. Enfin, n'oublions pas que ces sorciers et sorcières font payer leur action, la font payer chèrement. Ces services sont chers, et cela, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que ça a été très peu étudié. Quelle pratique maintenant? Quelle pratique pour la sorcellerie? Quelle méthode d'abord? Eh bien, il s'agit d'abord d'envoûter et de désenvoûter. C'est le b.a.-ba. À Pansereau, une femme s'adresse à lui et lui dit « Paillard, sorcier, défais-moi ce que tu m'as fait et me désensorcelle. » Tout est dit. C'est exactement cela. Donc l'une de ses clientes, je ne dirais pas une patiente, moi, je dirais une cliente parce qu'elle paie. Il s'agit de désenvoûter. Les méthodes. Les méthodes, vous les connaissez un peu. C'est celles des livres d'enfants, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure. Des décoctions avec des crapauds, des araignées, des poudres avec les os des pendus. Et oui, en 1408, le prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville, un homme extrêmement raisonnable, interdit d'aller sous le gibet pour ramasser les os des pendus, parce que, dit-il, c'est sujet à sorcellerie. Usage de la mandragore, cette plante dont la racine évoque le corps humain et en particulier le sexe masculin. Vous savez bien qu'à Jeanne d'Arc, on lui demande si elle connaît la mandragore, si elle sait où elle pousse et quelles sont ses vertus. Et elle répond « Je sais que ça existe, mais je n'en ai jamais vu. » Donc, on fait la présence de crapauds. C'est horrible. La présence de crapauds signe que vous êtes sorcier ou sorcière. C'est ce qu'on dit à Jeanne de Brigue. Les vœux de cire, soit en cire, soit en plomb, soit en terre glaise, à laquelle on fait subir, donc on fait la forme de l'homme ou de la femme, qu'on veut envoûter, et on lui fait subir le sort destiné à la personne elle-même, c'est-à-dire que si on veut le faire mourir, on le perce d'aiguilles de façon à ce qu'il meure. Alors là, je vais vous passer vous faire lire une lettre de rémission extraordinaire qui va tout vous expliquer, résumer tout ce que je viens de dire. Il s'agit d'une lettre de rémission pour Jeanne Gaigne, femme de Guillaume Cus, dit capitaine. Jeanne dit Sauvrel a été, donc il y a un quart de temps, 3 mois à peu près, prise par notre prévôt de La Rochelle. Vous voyez qu'on est quand même beaucoup dans le Poitou. Bon. Pour ce que l'on disait qu'elle usait de sorcellerie, qu'elle use de sourcerie, de sorcellerie, et pour lequel fait elle a été ars et exécutée. Donc elle a été brûlée, exécutée.
Mais avant, elle a confessé. Elle a fait des aveux. Et elle a chargé Jeanne Gaigne en disant qu'en carême dernièrement passé, il y a un an, une autre femme, appelée Arsène, demeurant dans la dite ville, était venue par devers Issel Sauvrel et lui avait dit que la dite Joannette Gagne, femme du dit capitaine, s'était plainte à elle de ce que le dit capitaine, son mari, lui donnait si mal temps qu'elle ne pouvait durer avec lui, et qu'elle voulait avoir donné et donnerait volontiers, grossement de son argent, à aucun qui pût en faire qu'il mourût. Vous avez remarqué le réseau. C'est très intéressant. Ce n'est pas la jeune femme qui va directement voir la sorcière. Il y a une intermédiaire, il y a une entremetteuse, hein, qui finalement rabat les clients vers la sorcière. Et la doute Sauverel avait répondu qu'elle y mettrait bien remède, qu'il la voudrait bien payer. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la dite Arsène lui avait dit et promis qu'elle lui la ferait bien payer. Et après ça, avait fait acheter la dite Sauverel par la dite, donc c'est Arsène qui achète, un carteron de cire duquel elles firent un vœu à la forme d'un homme. Lequel vœu, la dite Arsène, par le conseil de la dite Sauverel, avait porté à l'hôtel du dit capitaine et fut mis sous son lit, où il demeura de l'espace de 7 ou 15 jours. Mais oui, mais l'envoûtement échoue. Et Jeanne Gaigne fait reproche à la nommée Arsène, à qui elle avait donné 2 francs et un anneau d'or, c'est pas rien. Il est alors décidé de faire bouillir moult longuement une chemise du capitaine et de lui faire boire cette eau. Peu après, la dite Jeannette, femme du dit capitaine, s'était plainte de rechef à la dite Arsène et lui avait dit que son dit mari l'aimait plus qu'il ne souloit. Donc en fait, l'histoire, c'est que le mari a des transports amoureux qui dérangent beaucoup sa jeune femme. Hein, évidemment, on n'a pas les raisons. Bon. Et était en meilleur point que par avant. Donc, c'est totalement raté. Totalement raté. Et aussi, dit la dite Jeanne Sauverel, qu'elle avait entendu dire à la dite Arsène les mots qui s'en suivent. Et le grand diable y est part. Ce capitaine ne peut mourir. Sa femme m'a dit qu'elle lui avait donné du riagal, donc de l'arsenic rouge, hein, et du verre moulu, hein, du verre, j'ai bien écrit V2E, moulu, et mourir ne se peut. Et en outre, confessa à la dite Jeanne Sauverel qu'elle ne fit pas tout le mystère qu'il eût convenu à faire mourir le dit capitaine. Qu'il eût bien payé, et qu'il eût bien payé, elle l'eût bien fait mourir. Autrement dit, elle s'est estimée insuffisamment payée, donc elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour le désenvoûter, pour l'envoûter, plus exactement, et par conséquent, voyez, elle ne veut point avoir le péché de sa mort et les autres en eussent le profit. Bien évidemment, voilà. Donc, l'argent est quand même derrière, mais vous voyez bien que c'est quand même le contenu d'une lettre de grâce. Personne ne remet en doute le fait que tout ça aurait pu marcher si elle avait été justement bien payée. Très intéressant tout cela parce que c'est quand même... on entre là vraiment dans des pratiques qui sont effectivement très loin de nos... très loin. Qui sont quand même loin de nos pratiques rationnelles. Alors, on utilise aussi dans les pratiques des fœtus, et d'où le lien entre sorcellerie et infanticide. Et la Médée dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, voilà, eh bien on la représente aussi tuant ses enfants, hein, et non pas seulement par jalousie, mais aussi parce que finalement elle recueille le sang pour arriver à ses fins de sorcière. Vers 1400, une dénommée Casine la Matine, c'est joli, hein, dans le bailliage de Vitry, aurait tué ses 2 maris, le dernier en lui donnant du brouet d'araignée, puis elle aurait fait un sort à son amant, et elle est accusée en outre d'infanticide et d'avoir dérobé des livres sacrés, toutes choses utiles, si vous voulez, à sa pratique de sorcière. Je pourrais vous donner d'autres exemples, on ne va pas les multiplier, mais ils sont tous sur ce schéma, n'est-ce pas, où l'infanticide est lié justement, alors là, plus encore à la femme qu'aux hommes. Hein. Mais quand même, pas propre aux femmes, voire Gilles de Rais, par exemple, hein, qui recherche le sang des nouveau-nés et des enfants.
Alors, évidemment, est-ce qu'il y a une différence alors entre la sorcellerie savante et la sorcellerie populaire? Est-ce que tous ces objets dont je viens de parler sont utilisés dans les deux cas? C'est pas... Bon, alors beaucoup disent non, il n'y a pas de lien. Beaucoup d'historiens disent non, il n'y a pas de lien. La magie savante est bien plus élaborée, ce qui est absolument exact. Mais il y a quand même des points de convergence, et en particulier des convergences sur l'importance du bâton. L'importance du bâton et des onguents qui sont mis sur le bâton. Jeanne d'Auvergne, donc on est en date dans la magie populaire, en 1462, je cite, avait baillé certains oignements et un bâton noir à Pierre Carieux pour que, à peine eut-il oint son bâton, il vit un homme vêtu de noir qui le mena au bois et avoue avoir trouvé dans ce bois la dite d'Auvergne et le dit homme vêtu de noir, que Ilec donna son âme au dit homme vêtu de noir, et les promesses mirifiques que lui fit le diable, non, et en échange, il lui donne, 3 cheveux de sa tête. La suite, bien sûr, vous vous en doutez, ouvre sur le sabbat, et les promesses mirifiques que lui fait le diable de devenir riche et de faire à sa volonté de toutes les femmes communes qu'il prendrait par la main. En échange, bien sûr, de ne plus adorer Dieu, et de ne plus se confesser, et de ne plus prendre d'eau bénite. Mais Jean de Bar, dont je vous ai parlé précédemment, qui lui est un savant, sait aussi utiliser le bâton. Il se oint le visage de sang de huppe, de buc et de colombe, garde sur lui ses cheveux, ses rognures d'ongles, pour rester en contact avec les esprits. Vous voyez bien qu'il y a entre sorcellerie savante et sorcellerie populaire des liens étroits quand même entre les pratiques. Quelles demandes sont faites aux sorciers? Bien, guérir, d'abord. Guérir les hommes, les animaux, c'est le cas, par exemple en Lorraine, étudié par Brix. Retrouver les objets volés. Retrouver les objets volés, nous l'avons vu tout à l'heure avec Perdriel, le cas de Perdriel, mais je peux vous en donner un autre. En 1390, Jean l'Aîné vient trouver cette fameuse Jeanne de Brigue, donc il fait 50 km, pour qu'elle retrouve qui a volé un coffre plein de choses précieuses dans l'hôtel de la reine Isabeau. Puis un cheval qu'on lui a volé, en souhaitant faire accuser à sa place, tout simplement, ses ennemis à la cour. À cette époque, on demandait fréquemment aux sorciers ou aux sorcières de recourir au service de Jeanne de Brigue pour trouver ces objets volés. Une somme d'argent qui avait été volée au curé de Guérard, une croix d'argent qui appartenait à l'église. Elle n'avait pas donné la valeur, mais elle avait dit qui c'était. Et l'affaire avait été étouffée tout simplement par le notaire de Meaux, Simon Séjourné, moyennant finance. 16 francs, ce qui est beaucoup. La croix avait été vendue à Paris, enveloppée d'un peu de sandal rouge et d'un drap blanc. Donc, on requiert ses services aussi, d'ailleurs, pour une tasse d'argent, etc. On cherche aussi la sorcellerie pour s'enrichir. Pour s'enrichir, et là, on a un thème qui, justement, met en avant, si vous voulez, l'usage par un homme de la sorcellerie, c'est le miracle de Théophile. Nous sommes sur le transept nord de Notre-Dame de Paris, la porte que personne ne voit, ne va voir, alors que c'est une des plus belles, en tout cas où on est sûr qu'il y a des sculptures médiévales, je ferme ma parenthèse, vous penserez à moi, quand vous irez à Notre-Dame, allez voir cette porte, ces deux portes qui sont absolument superbes et qui sont à peine touchées qui ont été à peine touchées par Viollet-le-Duc. Donc l'histoire de Théophile, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un clerc qui avait été finalement, on est au VIe siècle, qui avait été finalement délaissé par son évêque qui lui avait promis qu'il deviendrait évêque, puis l'évêque meurt et le successeur, évidemment, ne veut pas de lui. Donc de désespoir, il donne son âme au diable
voyez? Ici, on voit bien, il passe un pacte avec lui, hein, et il devient riche, c'est-à-dire qu'effectivement, il obtient le poste qu'il désirait. Mais il a des remords, et il se met à prier la Vierge Marie. Marie intervient, et dans un geste de violence, regardez, ici la partie droite du linteau, elle s'en prend au diable, et elle déchire le pacte de Théophile. Donc, le miracle de Théophile, qui est répété à Notre-Dame de façon très importante, il y a au moins 3 ou 4 représentations entre les vitraux et les sculptures. Le miracle de Théophile est un moyen, vous voyez, de montrer à quel point, finalement, on requiert la sorcellerie pour s'enrichir. Favoriser les relations amoureuses. Dans ses aveux, en 1390, une autre sorcière, Macette, dit qu'elle a été enseignée à l'art de la sorcellerie dès l'âge de 12 ans par une femme ancienne, nommée la Musette, qui l'a initiée à la magie amoureuse, une pratique très répandue. Et en fait, c'est bien pour cela qu'elle fréquente, elle aussi, Jeanne de Brigue, qui lui demande de recourir à la bave de crapaud et à des vœux de cire pour obtenir que le père de ses 2 enfants, Hennequin le Coudrier, l'homme du monde qu'elle aimait le mieux, l'épouse, car il refusait de le faire. Il avait peur du qu'en dira-t-on, et il préférait rester en concubinage plutôt que de se marier avec quelqu'un qui avait une réputation d'ancienne prostituée. Forte de son savoir en ce domaine, Macette a d'ailleurs aussi envoûté son mari, Hennequin de Rouilly, qui était malade. Et sa mère, pensant d'ailleurs qu'il était envoûté, c'est la nourrice d'Aiguillette dont je parlais tout à l'heure, fait venir Jeanne de Brigue, qui accuse, tout finalement, Macette, au prétexte que celle-ci lui aurait avoué qu'elle était tombée amoureuse du chapelain et voulait se débarrasser de son mari. Réparer donc les déficiences sexuelles, la nourrice d'Aiguillette, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est très claire, c'est en Poitou en particulier, dans le sud-ouest, une raison importante de recours à la sorcellerie. Et maintenant, bien entendu, où se rencontrent ces sorciers et ces sorcières? Le sabbat. Qui a inventé le sabbat? La première mention dans le royaume de France, dans les textes judiciaires, je suis assez fière parce que c'est moi qui l'ai trouvé, ça je suis très fière, en 1446. J'ai bien dit dans le royaume de France, dans l'arc alpin c'est avant. À La Rochelle, dans le procès d'un dénommé Ménard, qui appartient à l'élite rochelaise et qui est dénoncé par 2 femmes accusées d'être sorcières, brûlées suite à un procès fait à l'officialité de sainte. Elles confessent, je cite, que à leur sabbat venait aucune fois un gros homme noir, à gros yeux étincelés, et est à présumer que ce soit Ménard, vu l'état de sa personne. C'est aux archives criminelles du Parlement, X2A 24, folio 114. Vous voyez qu'est-ce qui est évoqué ici? Un homme qui est présent au sabbat, qui a toute une allure de diable. Cela suppose donc un pacte, d'abord avec le diable. Je vous en ai déjà parlé, et je reviens sur Théophile, dans le détail, et voilà le pacte, qui est tout de suite à gauche sur le linteau. Admirez la qualité des sculptures. On est 1260, on est dans du médiéval pur. Et le pacte se fait par les mains jointes en serment, bien évidemment. Et il est corroboré après par un texte que porte, si vous voulez, le personnage qui est à l'arrière et qui a, vous le voyez, tient un papier sur lui. Donc un pacte
un pacte. Et ça, le pacte avec le diable, il est connu depuis longtemps. Est-ce que ça suffit pour définir le sabbat? Non. Deuxièmement, la circulation dans les airs, sur un balai, tel que la représente le champion des dames que nous avons vu tout à l'heure. C'est une croyance commune. Jeanne d'Arc répond à ses juges qu'elle sait qu'on disait que les fées se soulevaient dans les airs, mais qu'elle n'y croit pas. Et quand frère Richard arrive pour l'accueillir à Troyes en essayant de l'exorciser pour commencer, elle lui dit « Mais arrêtez, je ne vais pas m'envoler ». Elle répond hardiment, comme dit le texte. Philippe Calvet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2 femmes l'accusent. Alors, la lettre est antérieure à ce 1440. Les 2 femmes qui l'accusent disent qu'il a l'habitude de chevaucher le balai le jeudi. Le sabbat, c'est beaucoup plus que cela. C'est le fait de se rencontrer dans un lieu à l'écart et d'y pratiquer des orgies, en particulier nature et contre-nature, entre les hommes et les bêtes. Le traité de Vaudry, traité du crime de Vaudry, 1460, qui est un des premiers traités qui parle vraiment, qui met qui définit vraiment ce qu'est le sabbat. Mais en scène un bouc. Vous remarquerez que ce que je vous ai dit depuis le début n'est pas un mensonge. Il y a autant d'hommes que de femmes dans cette affaire. Présent. Alors, je dirais même qu'il y a presque plus d'hommes que de femmes. Les médaillons de détail. Et puis, alors celui-là on voit moins bien. Enfin, c'est quand même c'est une autre enluminure. C'est une enluminure d'un autre manuscrit, mais du même texte. Encore une autre, qui est celle-ci à Bruxelles, parce qu'il y a eu, bien sûr, plusieurs versions. Donc, ces scènes du traité de Jean Teinture, du traité de Vaudry de 1460 à peu près, vous montrent ce qu'est le sabbat, c'est-à-dire des orgies, effectivement. Et là, les historiens ont du mal à expliquer. Ils ont du mal à expliquer, il y a 2 écoles, grosso modo. Une, derrière l'historien Ginsburg, qui dit que le sabbat existe depuis la nuit des temps, qu'il est lié au chamanisme, lequel a donné dans l'Antiquité le culte de Diane, et que par conséquent, c'est, si vous voulez, une croyance populaire, j'allais dire inhérente à l'homme, ou bien, deuxième école, le sabbat est une construction des juges, du droit, une construction des juges qui fait des sorciers, et particulièrement des sorcières, une secte. Ce qui expliquerait que le mot sabbat, dans les textes, arrive tard, un peu plus tôt en Dauphiné, mais tard dans le Royaume de France, milieu 15e siècle, 1446. C'est la première fois qu'on voit le mot sabbat dans un texte judiciaire, dans un texte de la pratique judiciaire. Donc, ce serait lié à la répression, lié à la procédure judiciaire, qui tente, effectivement, sous l'effet de la torture, à faire avouer l'indicible. D'où la 3e partie de cet exposé sur la répression de la sorcellerie. Pour comprendre, il faut effectivement remonter à la procédure inquisitoire dont vous avez eu quelques notions à travers les exposés précédents,
à la lutte contre les hérétiques et à la recherche de l'aveu. La répression judiciaire, donc, est liée intimement au développement, c'est vrai, de la procédure inquisitoire, qui est celle que nous connaissons de nos jours. À partir du XIIe siècle, vous le savez, mais je le rappelle, la procédure change, avec une introduction plus massive du droit romain. On a recours à... Le juge peut recourir d'office au procès, et il peut transformer ce procès ordinaire en procès extraordinaire. Ceux qui étaient là pour l'exposer sur la torture ont eu effectivement tous les éléments d'explication. Cette transformation est liée à la lutte contre l'hérésie. Et ça, c'est très important pour la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que, au début du XIIIe siècle, sorcellerie et hérésie ne sont pas encore totalement mêlées. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le XIIIe siècle, la sorcellerie tend à se confondre avec l'hérésie. En 1258-1260, le pape, Alexandre IV alors, ordonne aux inquisiteurs de s'intéresser non seulement aux hérétiques, vaudois et cathares, mais également aux sortilèges et divinations ayant saveur d'hérésie, je cite. Parallèlement, Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, met au point la notion de pacte avec le diable, avec le démon. C'est la Quaestio 96 de la Secunda Secunde de la Somme théologique. En 1376, je suis obligée de donner quelques dates parce qu'on comprend moins bien sinon. Nicolas Emmerich écrit le manuel des inquisiteurs à Avignon et finalement, il mêle alors là très clairement hérésie et sorcellerie. Pour les sorciers, il faut donc rechercher l'aveu, y compris par le biais de la torture. Et en 1390, je vous ai parlé de Jeanne de Brigue, de Massette, etc. Nous sommes au Châtelet de Paris et le prévôt de Paris, qui veut une justice exemplaire, retient le cas de 4 sorcières, qui sont évidemment brûlées, qui ont procédé à des aveux délirants, faisant apparaître au cibut des cercles magiques partout, sans prononcer le mot de sabbat. C'est ça qui est intéressant. Sans prononcer toutefois le mot de sabbat. Elles sont évidemment brûlées, mais cette peine, d'ailleurs, était déjà prévue au siècle précédent dans les coutumiers, comme celui, par exemple, de Philippe de Beaumanoir pour le Beauvaisis. Les hérétiques doivent être ars et les sorciers aussi. Néanmoins, la répression a touché d'abord la sorcellerie savante, celle des clercs surtout, avant de toucher la sorcellerie populaire. Et il y a une chronologie qu'il faut bien avoir en tête, car elle suit finalement les écrits condamnant la sorcellerie. Entre 1300 et 1330, il y a très peu de procès. 1,3 par an en moyenne. Pas beaucoup. Peu jusqu'à la fin du XIVe siècle, grosso modo en France. Et il s'agit plutôt de hauts personnages du clergé ou de la société laïque qui auraient eu recours à la sorcellerie. Ce sont aussi des procès à coloration politique. Si vous voulez que la roue de la fortune fasse tomber votre ennemi politique, vous n'avez qu'à l'accuser de sorcellerie. C'est le cas en particulier sous le règne de Philippe le Bel, dans le procès contre Boniface VIII, on est entre 1303 et 1311, accusé de sorcellerie. Dans le procès contre les Templiers, procès de 1307 à 1310, contre l'évêque Guichard de Troyes, accusé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait mourir Jeanne de Navarre, entre 1308 et 1313, le procès. Procès contre Enguerrand de Marigny, cette fois on est chez les successeurs de Philippe le Bel, les derniers Capétiens. Procès de 1316.
contre Mao d'Artois, accusé de sorcellerie, en 1317, contre Robert de Mauvoisin, etc. Autrement dit, dès qu'on veut accuser un grand, on le traite de sorcier. Et ce sont surtout ces procès-là que nous avons qui sont des procès politiques pour le XIVe siècle. En 1390, avec les procès du Châtelet, il y a un tournant. Jeanne de Brigue, Bassette et autres, les 4 sorcières, n'appartiennent pas à la cour, même si elles ont eu des liens avec la cour, puisqu'on est venu chercher leur savoir jusqu'à Guérard. Hein. Donc ça a joué certainement un rôle. Mais elles appartiennent au peuple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une d'entre elles est une ancienne prostituée. Et là, c'est un tournant important à la fin du XIVe siècle, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, effectivement, c'est de la sorcellerie populaire qui est jugée. Deuxièmement, parce que le tribunal laïque se substitue au tribunal ecclésiastique. Normalement, un cas de sorcellerie devrait être jugé par les officialités, par les clercs. Là, malgré les demandes de l'évêque de Meaux, par exemple, ou de l'évêque de Paris, le prévôt du Châtelet dit « Attention, non, nous ne rendrons pas ces sorcières parce que c'est un crime capital qui doit être jugé par le roi. » Sous-entendu, le roi est responsable du salut de son peuple et par conséquent, il doit être juge. Il doit juger. Autrement dit, donc, ça devient un cas royal. Il est considéré comme un crime capital. Mais le véritable tournant pour la sorcellerie populaire, ce sont les années 1435-1440. À ce moment-là, les traités se multiplient. C'est le moment où le dominicain Jean Nider rédige le Formicarius, la fourmilière, où il recueille de nombreux témoignages dans le diocèse de Lausanne, attestant de l'hommage au diable. C'est le moment où Gilles Carlier, doyen du chapiteau de Cambrai, est consulté pour plusieurs procès en sorcellerie. De même, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la période où agit Claude Tolosan en Dauphiné, pour lequel un sorcier et surtout une sorcière, c'est pire qu'un hérétique. Un hérétique peut se racheter, un sorcier et surtout une sorcière, c'est impossible. C'est aussi en 1440-1442 qu'est rédigé le Champion des dames, avec ses petites sorcières sur leur balai dans la marge. Et l'auteur en est prévôt de Lausanne, secrétaire de l'antipape Félix V, et son passage sur les sorcières, évidemment, les condamne. Tous ces écrits circulent. Ils sont commentés, et en particulier lors des conciles, dont le concile de Bâle, au milieu du XVe siècle, qui est une foire d'échange des manuscrits. On se passe les manuscrits, on se passe les idées, et cette floraison aboutit en 1484 à la bulle Summis Desiderantes Affectibus, fulminée par Innocent VIII, condamnant la sorcellerie, et au marteau des sorcières, dont j'ai parlé dans l'introduction, qui est un best-seller, avec au moins jusqu'en 1520 13 éditions, dont 10 en terre d'Empire. C'est le moment où on passe à l'imprimerie, les fameux incunables, une circulation des livres imprimés au début du VIe siècle. Pourquoi cette évolution ? Pourquoi cette évolution ? Qui correspond, vous le voyez, avec l'arrivée du sabbat, dans les textes. Eh bien, c'est la définition de la sorcellerie comme une secte dangereuse, pour l'Église comme pour l'État. Cela correspond, me semble-t-il, à une évolution de l'État, à ce que j'appelle une surchristianisation de l'État,
qui devient le premier défenseur de l'orthodoxie. Cela correspond aussi à une judiciarisation de la société, qui incite à porter tous les crimes devant les tribunaux, dont le vol. Croyez-vous que le roi de France accepte volontiers que des sorciers ou des sorcières désignent qui a volé, alors que les tribunaux sont là pour ça? Il ne faut cependant pas exagérer le poids de l'État et des tribunaux dans la répression. Le Parlement ne condamne pas toujours à mort. Philippe Calvet, dont je vous ai parlé, qui est cette élite toulousaine, ancien homme d'armes, vous croyez qu'il a été condamné alors qu'il chevauchait le balai le jeudi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je le retrouve, grâce à une de mes collègues, à qui j'ai posé la question, qui a travaillé sur les élites toulousaines, on le retrouve sain et sauf à Toulouse, où il occupe des postes importants dans la ville. Donc, on ne condamne pas toujours à mort. On se contente de dire que c'est pas bien. L'affaire Perdriel. Ça a été long, très long. Je ne vous ai pas donné tous les détails, mais voilà une décision de 1456 au tribunal du Parlement. L'affaire a continué ensuite au grand jour de Bordeaux, mais finalement, rassurez-vous, l'aubergiste a été déclaré innocent. Bon, voilà. Hein? Bien, mais l'autre n'a pas été condamné pour autant. Et voilà ce que dit le Parlement de Paris. Regardez. Au regard des sortilèges, Concli et requiert que Perdriel et le prévôt soient condamnés pour réparation, et dire que faussement et mauvaisement et très mal avertis qu'ils ont fait et procuré faire les 10 sortilèges, et en amende profitable du double de ce que partie a requis et requiert que par toute voie possible on sache la vérité du cas. C'est une condamnation de la sorcellerie, réellement? C'est un avertissement, je dirais. Oui, non, c'est pas bien. Donc ça mérite une amende, qui n'a jamais été, évidemment, levée. Hein? Donc, on n'est pas, si vous voulez, dans une répression au Parlement, sûrement pas. Au Parlement, sûrement pas. Dans des officialités, parfois un peu plus, à cause de l'Inquisition et des inquisiteurs qui sont aux côtés des évêques. Bon. Mais au Parlement, non. En fait, ce que je voudrais vous montrer pour terminer, c'est que les choses sont plus subtiles. Et que finalement, le rôle essentiel est donné à la population. C'est-à-dire que c'est par le biais de la dénonciation, souvent locale, que les sorciers ou les sorcières passent en justice. Ça n'est pas l'État, avec un grand E, qui va aller chercher le sorcier ou la sorcière. C'est le voisin qui dénonce, parce que la nourrice d'aiguillettes n'a pas été a subsisté, ou que le voleur n'a pas été retrouvé. Nous sommes dans une société au XVe siècle, et surtout à partir du XIIIe siècle, je dirais, très judiciarisée, qui n'a pas peur des tribunaux, et qui, par contre, vous l'avez vu dans toutes les parties précédentes, hein, et qui, par conséquent, vont accuser les sorciers ou les sorcières de façon à régler, le plus souvent, des inimitiés entre voisins. C'est beaucoup plus facile de faire accuser son voisin et éventuellement de le conduire au bûcher que de s'en prendre réellement aux sorciers. Mais, au fond, réfléchissons. Comment est-ce qu'on règle un problème avec le sorcier ou la sorcière à l'époque médiévale? S'il ne réussit pas à vous désenvoûter, qu'est-ce qu'on fait? On peut effectivement aller au tribunal, mais on peut aussi suivre la voie traditionnelle, qui est la suivante: s'en prendre à lui donner des baffes, disent les textes, le tirer par les cheveux, plus le faire mourir
c'est-à-dire tout procédé qu'on connaît très bien quand on fait un peu d'anthropologie et qui reste habituel, effectivement, dans les lieux où il y a encore des sorciers et peu de tribunaux. Et je reprends là la lettre que nous avons vue au départ. Vous savez, le fameux Jean Luthier et Laurent Berge, qui dans le couple est le seul qui est attaqué. Les amis, donc il y a eu plusieurs séances d'envoûtement et de tentatives de désenvoûtement par Laurent Berge qui ont échoué. La nourrice d'Aiguillette est toujours là. Que font les amis de Luthier? Ils se rendent au domicile de Laurent Berge et le prirent en son lit, mais pour ce qu'ils lui donnèrent espace de soindre de certains oignements, on a toujours ces problèmes qu'il avait, et de boire certains breuvages, ils n'eurent aucune puissance de lui faire mal. Le sorcier s'est défendu en soignant de ses propres potions. Et alors endura le dit Luthier plus de mal que de vent. C'est de pire en pire. Donc ils y retournent. Il y a eu 2-3 fois avant. Pour prendre le dit Berge en désarroi, afin qu'il n'eût le loisir de soirondre de ses mointures, ne boire de son dit breuvage. Donc ils le prennent par surprise. Et la menèrent tout nu, hors de son dit hôtel, sans lui faire mal. Fort que le dit Trochet, qui le prit par les cheveux pour le faire lever de son lit, et lui bailla 3 coups sur la tête et sur l'épaule du manche d'une javeline. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le tape. Et l'emmenèrent jusqu'à la justice patibulaire du lieu, en le frappant de petits bâtons par les jambes pour le faire aller plus tôt. Et le dit Homais banda les yeux du dit Berge d'un petit drapeau, d'un petit foulard qu'il avait sur lui, demandant quelle foi il tenait, ou de Dieu, ou du diable. Lequel feu Berge fut par très longtemps sans lui répondre, et en la fin lui répondit tout bas qu'il tenait sa foi de Dieu. Continuons. C'est extraordinaire cette lettre. Les menaces et les coups continuent, et Laurent Berge est mené en prison par les amis de Luthier, mais il refuse de guérir le couple. Et pour ce qu'ils n'en voulurent rien faire, le dit Guinan dit au dit Luthier qu'il alla allumer du feu en son ouvroir, où il faisait de l'huile, ce que le dit Luthier fit. Et menèrent le dit feu Berge, et quand ils le tinrent dedans le dit feu, Guinan lui renversa ses robes contre Sus, contre le feu, et le fit très fort chauffer les fesses et les cuisses, et appelèrent le dit Luthier, disant le dit Guinan au dit feu Berge que s'il ne désensorcelait le dit Luthier et sa femme, qu'il le ferait chauffer encore un coup. Mais le dit Berge n'en voulut rien faire. Et à cette cause fut de nouveau chauffé par le dit Guinan. Et en étant ainsi chauffé, mit une de ses mains en la flambée du feu, dont et du chauffement ainsi fait, le dit Luthier eut pitié. Et dit aux dit Berthaud et Guinan qu'ils ne lui fissent plus de mal et qu'ils s'en allassent, ce qu'ils firent, et emmenèrent avec eux le dit feu Berge. N'oubliez pas que c'est une lettre de grâce qui est demandée, donc il faut que Luthier, qui la demande, montre qu'il s'est désengagé en quelque sorte il s'est désolidarisé des autres par la violence, voilà, de la violence des autres. Et cette même nuit, les dits Berthaud et Guinan le ramenèrent en prison au dit lieu de Palot, où il fut jusqu'au mercredi matin suivant, que le dit Berthaud le mit en l'hôtel de Jean Guinan, le Foulon, où, là, ce même jour, il alla de vie à trépas. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Autre que du lynchage. C'est du lynchage. C'est le lynchage du sorcier qui n'a pas réussi à désenvoûter celui qui se prétendait envoûter. C'est l'échec du sorcier qui est ici raconté, un échec
que la justice, finalement, auquel la justice substitue la peine du bûcher. Et vous voyez que c'est la peine du feu. Là, j'ai choisi celle-ci, mais j'en ai d'autres, où c'est toujours le feu. En un charge, donc, et on a là une sorte de connivence, en quelque sorte, entre la justice et le lynchage. Car les lettres de grâce dont je vous parle, elles ne sont pas données à des sorciers ou des sorcières, elles sont données à ceux qui ont utilisé la sorcellerie et qui éventuellement ont tué le sorcier ou la sorcière. Ça en dit long sur, d'une part, l'acceptation de la sorcellerie malgré les interdictions par la chancellerie royale, cette espèce d'ambiguïté, si vous voulez, qui fait qu'on condamne, la sorcellerie est condamnée, on peut, mais en même temps, on accepte que certains individus, pour des raisons X, aillent consulter le sorcier ou la sorcière. Ces croyances collectives en l'envoûtement peuvent d'ailleurs donner des scènes d'hystérie. Et c'est le cas, justement, à Marmande, au milieu, là aussi, du XVe siècle, où une épidémie sévit. Donc Marmande, on est dans le Midi. Hein. Une épidémie sévit. On accuse une sorcière. Le prévôt fait son travail. Elle est mise au bûcher. Et immédiatement, la foule va chercher une dizaine de sorcières dans la ville pour les présenter au prévôt, lequel prend du recul, refuse de les juger, et c'est la foule elle-même qui les conduit au bûcher. Donc, hystérie collective, parce que, effectivement, la ville se croit ensorcelée, et vous pensez bien que les circonstances dramatiques des XIVe, XVe siècles, entre la peste noire, les épidémies à récurrence, les gendarmes et tout autre fléau, toute autre maladie, en particulier la variole et autres maladies, favorisent justement cette recherche de boucs émissaires. Et les sorciers et les sorcières sont devenus sont parmi, justement, le bouc émissaire. Que dire en conclusion ? Que dire en conclusion ? Y a-t-il une évolution ? Y a-t-il une évolution au cours de ces 2 derniers siècles du Moyen-Âge ? Oui, sans doute. La croyance en la sorcellerie a certainement évolué, malgré ces pesanteurs dont je viens de vous parler. Certains ne croient pas à la sorcellerie, et Jeanne d'Arc n'est probablement pas une exception. Mais elle le dit clairement. Elle dit au juge, je sais que ça existe, la mandragore, je sais que ça existe, le voyage dans les airs, je sais que l'eau miraculeuse a guéri, et le bois chenu, mais moi, je n'y crois pas. Je n'ai jamais cru à ces choses-là. Donc, une croyance à la sorcellerie englobante, mais avec des exceptions. Donc il ne faut pas, si vous voulez, peut-être lier d'ailleurs de façon systématique les croyances populaires et la sorcellerie. Hein. Deuxième conclusion, y a-t-il une proportion féminine accrue ? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre parce que les chiffres du XVIe siècle montrent qu'il y a des sorciers et des sorcières, au Parlement en nombre quasiment égal, d'après Alfred Soman, qui est un chercheur remarquable, donc il n'y a aucune raison de mettre en doute ces résultats. Est-ce que la répression s'abat davantage sur les femmes ? C'est du côté peut-être de l'histoire des femmes qu'il faudrait trouver la réponse. C'est possible, donc, mais il faudrait nuancer. En tout cas, les juges ont un arsenal juridique plus complet. Ils se nourrissent d'un antiféminisme incontestable qui alimente la chasse aux sorcières. C'est le cas, si vous avez l'occasion de le lire,
parce que ça existe en livre de poche, traduit Le marteau des sorcières. Le marteau des sorcières vous montre des femmes et un antiféminisme de la part des ordres mendiants tout à fait intéressant et qui rappelle évidemment ces deux petites sorcières que j'avais montrées en introduction. Je voudrais dire aussi que, donc d'où les bûchers, si vous voulez, hein, des 17e, qui vont jusqu'au 17, à la fin du XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle. Mais ne gardez quand même pas à l'idée que tous les conflits de sorcellerie se sont terminés au bûcher. C'est ce que je voudrais vous dire en conclusion quand même. Il peut aussi y avoir des transactions. Des transactions parce que, au bout du compte, et c'est ce que montre très bien Briggs dans son livre sur les sorcières, la sorcellerie en Lorraine, il y a beaucoup de transactions entre voisins. Hein. On pousse donc l'accusation de sorcellerie pour finalement arriver à une meilleure négociation. Hein, à une meilleure négociation et faire monter les enchères financières. Hein. Cela veut dire tout simplement que la sorcellerie continue à être acceptée par l'opinion, même si une partie d'entre elles n'y croit pas. Et j'allais dire, il suffit de lire quelques livres d'anthropologues sur l'Anjou, par exemple, pour comprendre que de nos jours, il subsiste aussi de fortes croyances en la sorcellerie. Merci.